Visite d'État de Donald Trump à Pékin a permis de découvrir un Trump que l'on voit rarement. Une situation où le président américain est à sa place et peut même se montrer déférent, pour ne pas dire obséquieux. Après avoir décalé une première fois cette visite, qui aurait dû avoir lieu initialement en avril, mais a été repoussée en raison de la guerre en Iran, Donald Trump n'a donc pas pu décaler une deuxième fois ce rendez-vous. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement et de nombreux chefs d'entreprise importants, Donald Trump a donc mis les petits plats dans les grands pour rendre visite au chef de la première puissance mondiale en devenir. De leur côté, les Chinois ont également mis les formes et offert un accueil de très haut rang à la délégation américaine. Côté affaires, la rencontre a été plutôt fructueuse, puisque la Chine s'est engagée à passer commande de plusieurs centaines d'avions Boeing, mais aussi de soja américain. Des discussions sur les questions de l'intelligence artificielle ou de la haute technologie en matière électronique ont également eu lieu. Tout concurrent qu'ils soient, Chinois et Américains sont en effet fortement interdépendants, et cette rencontre a permis d'échanger non seulement des amabilités, mais aussi de stabiliser un certain nombre de points en matière économique. Les peuples chinois et américains sont deux grands peuples. Réaliser le grand renouveau de la nation chinoise et rendre sa grandeur à l'Amérique peuvent tout à fait aller de pair. Nous avons eu plus tôt dans la journée des conversations et des réunions extrêmement positives et productives avec la délégation chinoise. Et ce soir, j'ai l'honneur de vous inviter, vous et Madame Peng, à nous rendre visite à la Maison Blanche le 24 septembre. En revanche, sur les questions géopolitiques et militaires, Pékin semble avoir clairement affirmé ses positions. Certains observateurs ont par exemple noté un détail amusant mais significatif. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui avait été placé sur une liste de sanctions chinoises du temps où il était sénateur, a été très légèrement renommé dans la prononciation chinoise de son nom. Une manière de pouvoir légalement lui autoriser sa venue sur le territoire chinois, sans pour autant lever les sanctions contre lui. Tout un symbole. Autre point évidemment crucial, sur Taïwan, les communiqués chinois se sont montrés assez fermes, affirmant qu'une mauvaise gestion du dossier de Taïwan, que la République populaire de Chine entend reprendre dans les prochains temps, mettrait en péril la relation sino-américaine. Et sur l'Iran et le détroit d'Ormuz, les échanges entre Trump et Xi ne semblent pas avoir été très productifs. La partie chinoise affirme ne pas livrer d'armes à l'Iran, ce qui est peut-être techniquement vrai, mais elle livre en réalité des matériaux indispensables au fonctionnement du matériel militaire iranien. Quant à Trump, il a sans doute fait semblant de prétendre que sa guerre contre l'Iran ne vise pas au moins indirectement les approvisionnements énergétiques de la Chine. Et alors même que Trump se trouvait en Chine, plusieurs événements capitaux se produisaient au Proche-Orient. Les Iraniens poursuivaient l'arraisonnement brutal de plusieurs navires, tout en laissant passer ostensiblement de nombreux navires chinois à travers le fameux détroit d'Ormuz. Pendant ce temps, Américains et Israéliens révélaient officiellement l'implication des pays arabes du Golfe dans la guerre contre l'Iran. Les révélations concernant la participation des pays arabes du Golfe Persique à l'offensive contre l'Iran n'en finissent plus de surgir dans l'actualité et beaucoup de secrets de polichinelle viennent donc d'être confirmés. Tout d'abord, cette relation entre Israël et les Émirats Arabes Unis, qui, bien entendu, au suivi de l'actualité de ces dernières années, un rapprochement était visible, mais cette fois-ci, c'est une révélation très embarrassante pour Abu Dhabi qui vient d'être livrée. En effet, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a confirmé pour la première fois que Netanyahou avait rencontré le président des Émirats Arabes Unis, M. Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Elle l'avait rencontré à Abu Dhabi pendant la guerre contre l'Iran, et ceci avait été gardé secret. Autre révélation, et non des moindres, celle du CENTCOM états-unien, qui affirme que 6 pays arabes sont à ses côtés dans la guerre contre l'Iran. En bon allié, fiable et sérieux, fidèle et protecteur, les États-Unis ont bien entendu révélé le nom de ces pays arabes alliés. Il s'agit de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, du Koweït, du Qatar et enfin de l'Arabie Saoudite. Donc il s'agit de la première reconnaissance officielle de ce qui n'était qu'un secret de polichinelle pour les observateurs attentifs. Au vu de l'importance de ces révélations, on peut se demander pourquoi elles ont été effectuées par les officiels américains et israéliens. La théorie selon laquelle il s'agirait d'une simple fanfaronnade pour le plaisir
de la part des États-Unis et d'Israël semble peu probable, étant donné qu'ils n'ont toujours pas réussi à faire plier l'Iran et n'ont pas encore remporté le conflit. Une autre hypothèse, sans doute plus probable, est qu'il faut à tout prix révéler et exposer l'implication des pays arabes du Golfe dans le conflit contre l'Iran, afin que ceux-ci soient contraints de rester impliqués dans le conflit aux côtés des Américains et des Israéliens. Ce qu'on peut interpréter comme un aveu de faiblesse de la part de la coalition américano-israélienne. Pour le dire plus clairement, le conflit est donc pour le moment tout sauf terminé, peu importe les offres d'intermédiaires de la Chine pour le résoudre. Tout au plus, Chinois et Américains se sont peut-être mis d'accord sur quelques lignes rouges qu'ils ne franchiront pas entre eux, comme par exemple la ligne de chemin de fer qui relie l'Iran à la Chine via le Turkménistan. Sur le chemin du retour au pays, Trump affirmait déjà qu'une reprise de la guerre contre l'Iran était sans doute nécessaire. En clair, pendant que Xi et Trump essayent de se mettre d'accord sur la façon de se partager le monde, le Proche-Orient continuera d'être la cible de la prédation militaire des Américains, avec en ligne de mire la prédation économique des Européens.